Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce briefing du Grand Prix de Bahreïn 2019 où nous allons présenter aujourd'hui rapidement les enjeux de ce Grand Prix. Je suis fort fatigué aujourd'hui, alors je ne serai pas seul ce soir, je suis accompagné de Fox du groupe Formulix. Salut Fox. Salut Mick. Pour présenter rapidement Formulix, vous êtes principalement actif sur les réseaux sociaux, c'est ça ? C'est ça, exactement. On est principalement actif sur Twitter et Instagram notamment. Beaucoup d'humour au rendez-vous, d'humour notamment inspiré par le nom Formulix, puisque vous êtes, comme le dit le nom, fan de Formule 1 et de X-Men. Donc, on va s'attarder rapido sur le Grand Prix de Bahreïn. Donc, déjà, moi, je pense Bahreïn, généralement, c'est un Grand Prix assez sympathique. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux en attendre déjà là-dessus ? Parce que, déjà, on n'a pas eu une course très décevante en Australie il y a 2 semaines. Oui, moi, je me sers comme point de comparaison le Grand Prix de l'année dernière. On a eu pas mal de surprises entre des Red Bull très peu fiables, Pierre Gasly qui termine P4 avec une Toro Rosso Honda. Moi, j'en attends que des surprises et un retournement de situation. Et tu mènes très bien la transition parce que justement, je voulais commencer en parlant de Red Bull pour ce week-end. Red Bull, habituellement, ça commence assez difficilement en Australie et assez difficilement à Bahreïn, mais pourtant, Verstappen nous a fait un beau podium la semaine dernière, et quand on voit ce qu'a fait justement Toro Rosso Honda l'année dernière, avec la 4e place de Gasly et Hartley, qui, faut le dire, faisait aussi une bonne course avant de se faire percuter par Perez au départ, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner, toi, Red Bull Honda à Bahreïn ? J'espère qu'ils seront capables d'obtenir le podium. Je pense qu'ils en ont les moyens. Un Verstappen pour la victoire ? Peut-être, c'est possible. Moi, je pense que, après, faut voir l'avance qu'a Mercedes, parce qu'on a vu que c'était assez conséquent et même assez effrayant en Australie, de voir comment Mercedes avait pris de l'avance. Et justement, moi, dans l'équation, je me rends compte et j'en viens me demander si Ferrari ne serait pas la 3e force de ce week-end, parce qu'ils étaient au final assez loin en Australie. Alors, on sait que c'est pas une piste très représentative de la globalité de l'année, mais Ferrari, bien qu'ils aient délivré des essais assez remarquables en Espagne, ils semblent assez loin, et moi, dans ma tête, ils sont vraiment pas favoris sur ce week-end, Ferrari. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas favoris, mais on attend toujours quelque chose d'eux. Apparemment, ils apporteraient des évolutions pour le Grand Prix de Bahreïn. Ils ont bien bossé lors des 2 dernières semaines, pardon. Et du coup, il faudra quand même attendre Ferrari au tournant. Ouais, après, c'est vrai que quand on voit Vettel l'année dernière, grâce à une bonne stratégie, il a réussi à l'emporter, alors que bon, il a aussi profité de la pénalité de Hamilton et du fait que Bottas n'avait pas de barbe l'année dernière et que du coup il était moins agressif. Aussi. Peut-être, mais c'est vrai que pour moi Ferrari c'est vraiment la grosse interrogation de ce week-end. Et puis moi, naturellement, je place tous mes espoirs en Vettel, parce que Leclerc, on a vu la semaine dernière que il n'était pas encore dans le rythme de Vettel. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah non, moi je dirais plutôt le contraire. En fait, peut-être qu'en qualif, Leclerc a eu des lacunes, parce que voilà, nouvelle monoplace, nouvelle écurie. Une petite erreur, ouais. Et puis apparemment, il a eu des problèmes aussi pour configurer sa monoplace, donc il a fallu un peu de temps qu'il se rôde. Et apparemment, il a eu des consignes de la part de Ferrari pour ne pas doubler Vettel. Donc ça en dit long sur le potentiel. Il a eu une consigne, effectivement, mais c'était justement parce que Vettel avait un souci et qu'il le rattrapait à cause de ça. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Et du coup, comme je le disais, Mercedes semble vraiment en avance, mais est-ce que l'homme fort de ce week-end, ce sera Valtteri Bottas à nouveau ? C'est possible. Je pense que Bottas a fermé quelques bouches, on va dire, dont la mienne. Donc ouais, j'attends plus de Bottas ce week-end. Et on se dit que si Mercedes doit dominer la saison, espérons que Bottas puisse rivaliser avec lui. Même si on sait que Hamilton aura toujours la priorité sur lui. Après, si Bottas a le rythme comme en Australie pour mettre une pige à Hamilton,
pourquoi pas? Pour le bien du sport Ah oui, complètement. et, et pour notre bien-être mental, il faut que Bottas soit à la hauteur Mais de son écurie d'Hamilton. non, bon, c'est vrai que si on s'en fie aux experts de Twitter et aux spécialistes Facebook, Bottas est champion du monde 2019 et Hamilton est à la retraite avant Spa-Francorchamps. Mais voilà, on a déjà expliqué que Hamilton avait eu des problèmes de fond plat il y a 2 semaines. Alors, moi, je vous invite, c'est anglophone, il y a la chaîne de Mark Presley, qui est un ancien chef mécanicien de McLaren, qui a fait une vidéo pour expliquer à quel point ça pouvait avoir un impact de perdre cette petite partie du fond plat, sans dire que Hamilton aurait gagné la course. Je pense que ça atténue déjà la performance de Bottas, sans pour autant dire qu'il a fait un mauvais week-end, parce que dès le premier tour, Bottas, il s'est envolé. Moi, j'ai envie de faire un tir groupé maintenant sur l'ensemble du milieu de peloton, parce que j'ai l'impression que c'est plus serré que jamais sur As, Renault, Racing Point et Alfa Romeo. Pour toi, Fox, ça va être qui va s'en sortir le mieux des 4? Bah, Et j'ai même envie d'ajouter Toro Rosso, dans la lutte, parce que l'année dernière, ça s'est très bien passé en fait. ça s'est très très bien passé. Ils ont démontré encore un certain potentiel lors des qualifications en Australie. Renault, bah, c'est mi-figue mi-raisin pour Renault. Je ne sais pas vraiment où ils en sont. Ricciardo a eu malheureusement un accident au premier tour qui lui a coûté sa place sur le Grand Prix. Hülkenberg fait le taf comme d'habitude, il est P7, mais bon, pas de réelle évolution. Moi, je me disais que Renault allait pouvoir peut-être jouer Alors, même le podium dès l'Australie. c'est vrai que moi, Renault, je voulais vraiment les voir plus en avant en Australie. Mais à la fois, si je me réfère à l'année dernière, Renault, ils étaient pas tout de suite dans le coup d'entrée de saison. Non. Et As avait l'ascendant, ça s'est très mal passé pour As de mémoire l'année dernière. Il y avait ouais. Magnussen qui avait fini... Pardon ? Si j'ai bien de le dire, la série noire de As entre l'Australie, Bahreïn et jusqu'en Espagne. Non, Magnussen avait marqué des points l'année dernière. Je vais te retrouver les résultats tout de suite, parce que vu que je suis quelqu'un de très sérieux, j'ai pas du tout préparé ça. Ouais, K-Mag, il a terminé 5, juste derrière Gasly, alors à 15 secondes de Gasly, mais il a terminé assez loin et avec 20 secondes d'avance sur Hülkenberg. Après, sur un circuit, sur ce type de circuit, ça a l'air d'aller du côté de chez Renault, donc faudra voir ce que ça donne. Et oui, Grosjean, de mémoire, il avait eu des problèmes techniques. As, si ça continue comme la saison dernière, ça pourrait être assez encourageant pour As et Renault, même si personnellement, je voudrais vraiment voir Renault plus en avant. Mais du côté de Racing Point, l'année dernière, Force India, ça avait été plus compliqué. Il y a Ocon qui avait réussi à décrocher un point. Mais cette année, il semble vraiment bien parti, Racing Point. Parce qu'on a vu Perez et Stroll dans le rythme tout le week-end. Et si Perez n'avait pas eu quelques soucis il y a 2 semaines, il aurait sans doute terminé dans le top 8. Et avec, je dois le rappeler à nouveau, une superbe remontée de Lance Stroll. Ouais, assez prodigieux, j'ai envie de te dire. Quoi, tu l'attendais pas là ? Bah non, vraiment pas. En plus, même si Racing Point est détenu désormais par Papa Stroll, on s'est dit ouais, les départs vont être un peu poussifs comme d'habitude. Ça va être compliqué. En plus avec Stroll qui n'a pas été du tout performant la saison dernière, on s'est dit ouais, il y a beaucoup d'incertitudes en ce début de saison pour Racing Point sur le développement de la monoplace. Les essais avaient été compliqués. Et finalement, Stroll décroche une P9. On ne l'entendait pas du tout à ce niveau-là. Oui, avec 4 places de gagné au premier tour, Stroll, comme à son habitude. Mais oui, après, c'est vrai que la Williams de l'année dernière était une aberration sans nom. C'est un euphémisme. Mais voilà, moi, je suis vraiment positif sur Stroll. Enfin, surtout parce qu'il se prend plein de caca dans la figure. Donc, j'ai un peu envie de le défendre parce que je pense qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Mais bon, ça on verra. Alfa Romeo, sincèrement, je pense que c'était pas si mauvais que ça la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, parce que Raikkonen n'était pas trop loin dans le rythme et sa course a été gâchée
parce qu'il a dû s'arrêter plus tôt, parce qu'il avait un tir-off qui s'était coincé dans son radiateur, du coup il a dû s'arrêter plus tôt pour que l'écurie le relève lors de son arrêt au stand. Et Giovinazzi, apparemment, il a eu des problèmes, et c'est pour ça qu'on l'a laissé longtemps sur la piste, tout en laissant sagement passer Raikkonen lorsqu'ils se sont recroisés, et pour peut-être tenter quelque chose. Donc... je pense pas que Giovinazzi soit encore dans le rythme de Raikkonen, mais ça m'a pas l'air d'être très faiblard non plus du côté d'Alfa Romeo. Effectivement, pour Raikkonen, il a su tirer la quintessence de sa monoplace. On a vu lors des essais que Alfa Romeo avait développé une voiture saine, une voiture bien née, qui était extrêmement stable, et on s'est dit, ouais, là, ils peuvent taper le top 10 facilement, et c'est le cas, puisque Raikkonen, malgré les difficultés qu'il a eu, il s'en est même très bien sorti. Il a conduit comme un champion du monde. Ouais, il a même fait un peu de bouchon, mais il a réussi à maintenir sa place malgré les galères qu'il a pu avoir sur sa monoplace. Alors pour Giovinazzi, apparemment, Giovinazzi avait reçu des consignes pour rentrer, mais apparemment il ne les aurait pas écoutées. Ouais, je me suis pas renseigné vraiment dessus. Moi, j'ai compris qu'il avait des soucis, mais c'est peut-être ouais, des soucis radio, tout simplement. Oui, bon. c'est d'où les soucis radio, c'est ça. C'est pour ça que... Bon, dans l'ensemble, sur le week-end, il était pas dans le rythme de Raikkonen, mais j'ai vraiment envie de comparer Giovinazzi-Raikkonen avec Leclerc-Vettel. Enfin, sans dire que Giovinazzi est de la trempe de Leclerc, ils étaient chacun à 2-3 dixièmes de leur coéquipier pendant le week-end. Donc même si c'est pas fulgurant, c'est pas mauvais pour des débuts. Non, c'est pas mauvais. Je pense qu'il faudrait pas les sous-estimer. Et puis ils ont cette année, ils ont un bon moteur Ferrari parce que je crois que la saison dernière, ils avaient un an de retard sur le moteur Ferrari, si je dis pas de bêtises. Je crois que Frédéric Vasseur avait exigé d'avoir le même moteur que... Ah, je dis alors des bêtises, c'était il y a 2 ans qu'ils avaient un an de retard. Ouais, au départ, Frédéric Vasseur, quand il a repris Sauber avait signé un contrat avec Honda, mais vu les difficultés d'Honda pour s'intégrer avec le moteur en F1, c'était cause perdue pour Sauber, qui était déjà très... Ah oui, c'est sûr. Pardon, c'est sûr que sans la reprise de Ferrari, ça aurait été très compliqué chez Sauber, je pense. Encore plus avec un moteur Honda sans méchanceté, parce que Honda, ils avaient besoin d'un environnement stable pour se développer, ce qu'ils ont eu chez Toro Rosso l'an dernier, et qui semble porter ses fruits cette année. Il y a une écurie, voilà, j'ai envie de faire un peu comme le trou dans la couche d'ozone, tu vois, c'est... on va faire que... On va pas en parler, et on va rester persuadé que ça existe pas, si on n'en parle pas. Sans faire de nom, mais il y a un rookie dans cette écurie, un pilote qui était pas en F1 depuis plus de 8 ans. Ah. Voilà, je ne vais pas nommer cette écurie pour ne pas lui faire du tort, mais c'est compliqué de ce côté-là. L'écurie dont il ne fallait pas prononcer le nom. Hein. Ouais, non, c'est... Parce que c'est très compliqué. Bon, allez, on peut le dire chez Williams, parce que... Déjà, ils ont, comme je l'avais déjà dit dans une précédente chronique, ils ont un duo de pilotes qui n'a pas de référence stable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si Russell, il va tout de suite poser son niveau de F2, et si Kubica, il va être au niveau de 2010. On ne sait pas ce qu'ils valent, j'ai envie de dire, comme Stroll et Sirotkin l'année dernière. Et on a une voiture qui semble... sur la piste plus stable que ce qu'elle l'était lors de l'année précédente, mais qui a perdu son directeur technique. Comment tu vois ça, toi ? Stable, c'est un bien grand mot, j'ai envie de te dire. Non, mais oui, pardon, pour revenir sur ce que je veux dire par stable, c'est que la saison dernière, les pilotes se plaignaient que d'un virage à l'autre, sur le même virage d'un tour à l'autre, la voiture avait un comportement complètement différent, alors que là, ça n'a pas l'air d'être un problème. Il semble que la voiture, elle tient la route, mais voilà, c'est juste qu'ils ont une voiture qui est lente, mais qui n'est fondamentalement pas mauvaise. Elle est juste lente. Ouais. Mais effectivement, avec un directeur technique qui est parti pour des raisons complètement mystérieuses, on ne sait pas comment ça va se passer là-dessus. On les attend en dernière place, sans surprise. Ouais, malheureusement, c'est... J'en entendais pas plus de Williams, on avait quand même un brin d'espoir, on s'est dit ouais, Kubica, bon, malgré son handicap, il a ressenti, il a un feedback, Russell, bah, c'est le dernier champion en titre de la F2, donc il y a que des bons éléments et de l'espoir pour Williams. Après, le problème reste Claire Williams et son management.
Ouais, mais ouais, comme tu le dis, moi je pense qu'effectivement Kubica a un feedback technique très intéressant et il semble que Russell aussi, il était très prisé par Toto Wolff et Mercedes là-dessus et qu'à nouveau chez Williams, on a dit que c'était un pilote qui avait de très bons retours sur la voiture, donc c'est assez encourageant. Donc moi, Williams, sincèrement, j'en attendais beaucoup pour cette année parce que je me suis dit, on n'avait pas passé le premier tiers de la saison qui était déjà sur 2019. Le fait est que, bon, s'ils étaient sur 2019, ils ont du mal faire leur devoir. L'année dernière, le développement de la voiture consistait à réparer les erreurs de la voiture. Cette année, ils ont une base qui est solide, ils ont juste à l'améliorer. Le problème, c'est que c'est bien d'améliorer la voiture, mais qu'à côté, il y a 9 autres écuries qui vont s'améliorer aussi. Donc, à moins qu'ils fassent quelque chose de magistral, je les attends toujours en fond de peloton pour cette année, à part sur quelques pistes où ils pourraient avoir l'avantage moteur du Mercedes. Mais on a déjà beaucoup trop parlé de cette écurie qui ne mérite pas qu'on en parle autant. Par contre, une équipe que je voulais inclure dans la lutte pour le top 4, pour la quatrième force, mais que je voulais garder pour la fin, c'est McLaren. Comment tu vois la situation, toi, chez McLaren? Parce que j'ai trouvé que c'était assez encourageant ce qui s'est passé en Australie. C'est encourageant. Lando Norris a ponctué son week-end avec une qualification en Q3. On l'attendait pas vraiment à ce niveau-là. Apparemment, l'environnement est un peu plus sain puisque Alonso, comme il est qualifié souvent de tyran, apparemment apporte aussi du négatif dans son écurie. Et apparemment, son départ serait bénéfique pour Norris notamment, parce que Sainz, je pense pas qu'il fera de mal à une mouche. Ouais. Donc ouais, c'est l'environnement et ça, ils ont une bonne base, ils ont les sponsors, ils ont les pilotes, ils ont un pilote, je pense. Après Sainz fera le boulot, il marquera régulièrement des points, je pense, si la voiture est bonne. Il est régulier, Sainz. Il est très régulier, c'était le pilote le plus régulier la saison dernière. Ouais, je souhaite que sur cette base-là, McLaren se développe et franchisse le pas de la Q3 tous les week-ends pour venir au top, quoi. Ouais, mais je le souhaite aussi. Pour revenir, tu vois, tu viens de faire une petite parenthèse sur Alonso qui me permet d'en faire une autre. Il y a ce mercredi est sorti le podcast Beyond the Grid avec Luca Di Montezemolo. Alors toi, je sais pas si t'as encore pu l'écouter, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était une mine d'or parce que Luca Di Montezemolo, on sait tous qui c'est et on connaît. Enfin, il a une historique en Formule 1 absolument phénoménale. Ouais. Il est revenu sur ces années du coup avec Lauda, puis avec Schumacher, Raikkonen et fatalement avec Alonso. Et ce qu'il disait avec Alonso, c'est que Alonso il apporte son humeur à l'écurie. Il le disait vraiment sans méchanceté, contrairement à ce que les médias l'ont rapporté sur les réseaux sociaux, parce que ça attire du clic. Mais ce qu'il essayait de dire, Alonso, il a, chez Ferrari, souffert effectivement d'une voiture qui n'était pas à la hauteur de son talent, qu'en face de lui, il y avait les Red Bull qui étaient juste irréprochables, et que Alonso, son problème, c'est que quand il gagnait, il apportait énormément de positivisme à l'écurie, mais quand ça se passait mal, il apportait toute sa négativité. Et on peut imaginer qu'il a accumulé beaucoup de négativité ces dernières années chez McLaren. On peut se demander pourquoi, mais si vous avez des idées, faites-nous le savoir dans les commentaires. Mais effectivement, il n'y aura plus ce poids d'Alonso, même si on sait qu'il est toujours là parce que il semble avoir un rôle important chez McLaren. Mais au niveau des résultats de la voiture, tout ça, il y aura plus cette négativité et je pense que ça peut être assez intéressant. Là où je voulais revenir rapidos sur McLaren, c'est que cette semaine, il va y avoir des discussions sur la nouvelle réglementation pour 2021. Et McLaren a dit que si la réglementation de 2021 ne leur convenait pas, ils pourraient quitter la Formule 1. Quelques échos à Ferrari, à ton avis, ou tu vois quelque chose d'assez sérieux? Quand je dis des échos à Ferrari, c'est qu'ils menacent depuis des années de se retirer si quelque chose ne leur va pas. Tu les prends au sérieux, toi, McLaren? Non, tout comme Ferrari, hein, le jour où Ferrari et McLaren quitteront la F1, c'est quand les poules auront des dents. Donc, Mais je suis à moitié d'accord avec toi en fait là-dessus, parce que Ferrari, effectivement, je ne les vois pas quitter la Formule 1. Ferrari est aussi bénéfique à la Formule 1 que la Formule 1 est bénéfique à Ferrari.
Mais le problème, c'est que McLaren, on a vu depuis quelques années qu'ils sont en train de s'exporter de la Formule 1. Enfin, je pense que tu connais peut-être un peu mieux que moi les autres disciplines, mais ils sont partis là en IndyCar cette année, si je dis pas de bêtises. Ils ont un programme IndyCar depuis 2017 avec Alonso qui était frustré. Voilà. Et bon, il y a aussi leur voiture de tourisme également, mais ça c'est autre chose. Mais le fait est que McLaren, maintenant, qui sont en train de s'exporter, dans la direction de McLaren, il y a des... comment on appelle ça? C'est des... les shareholders, bordel, je me rappelle jamais du nom en français. Mais les investisseurs, voilà. Il y a des investisseurs chez McLaren qui ont investi de l'argent chez McLaren pour que l'argent revienne. Mais le fait est de constater que depuis quelques années, McLaren et la Formule 1, c'est pas trop ça. Et s'ils développent du succès dans d'autres disciplines et que ça marche pas en Formule 1, je serais pas si étonné que ça si McLaren commence à se développer ailleurs. Après, McLaren a une culture du développement, je veux dire, dans l'histoire. Mais leur ADN est la Formule 1, McLaren. Leur ADN est certes la Formule 1, mais ils sont testés aussi dans d'autres disciplines. À l'époque de Bruce McLaren, par exemple, ils étaient sur des prototypes en Can-Am, ah oui. qui est des courses d'endurance en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Ah d'accord. Ça remonte à très loin, donc ouais, la culture de l'endurance, elle existe. Là, je crois qu'ils ont développé la McLaren Senna spécialement prévue pour le nouveau règlement des hypercars, pardon. Ah oui. Donc oui, McLaren, forcément, qui se développe et qui se diversifie, c'est très important. Mais McLaren, disons que ces dernières années, ils ont payé le prix fort de la mauvaise gestion de l'écurie depuis le départ de Ron Dennis. Ils ne doivent leurs erreurs qu'à eux-mêmes, oui, et à personne d'autre. Et je pense aussi à Zak Brown, qui malgré le fait que ce soit une personnalité que j'aime beaucoup, je pense que il n'est pas du tout fait pour diriger une écurie de Formule 1. Et justement, là tu me dis qu'ils sont déjà développés aux États-Unis. Zak Brown est américain, il a cette culture américaine et il encourage, je trouve, ce développement de la firme McLaren à l'étranger. Donc si McLaren, ça marche pas sur les prochaines années et que effectivement cette nouvelle réglementation technique est au final n'est plus rentable pour les investisseurs McLaren, ça ne m'étonnerait pas tant que ça qu'ils quittent le sport. Mais bon, ce qui ne nous mentons pas ferait beaucoup de mal dans une catégorie où on manque d'écuries et à peu près la moitié des écuries du plateau appartiennent à une autre équipe. Mais bon, Fox, je te remercie de t'être joint à moi pour ce briefing du Grand Prix de Bahreïn. C'est moi qui te remercie. Donc à nouveau, je vous invite à rejoindre son équipage Formule X sur Twitter et Instagram et également sur leur chaîne YouTube. Je joins les liens en description. On se retrouve très bientôt, Fox, je l'espère. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du débriefing du Grand Prix de Bahreïn 2019.